Alors, on va peut-être commencer. Bonjour à tous tout d'abord et merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cet atelier sur le nouveau marquage UKCA. Nous remercions aussi les partenaires qui ont fait la promotion de ce webinaire, à savoir la Team France Export, les chambres de commerce, Captronic, le groupe Emitech et le cabinet MD101. Alors, cet atelier est organisé par le réseau Entreprises Europe des régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis moi-même Dominique Dévé, votre référente réglementaire en PACA. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Entreprises Europe Network, qu'on appelle aussi plus communément EEN, c'est un réseau qui a été mis en place et qui est piloté par la Commission européenne, qui est présent dans toutes les régions de France, mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne et dans de nombreux pays tiers, puisque le réseau couvre 68 pays. Alors, nous avons pour mission d'aider les entreprises dans leurs projets d'internationalisation et d'innovation. Et pour cela, nous proposons 3 types de services principalement, à savoir le conseil réglementaire, d'où l'atelier d'aujourd'hui. On aide en effet les entreprises à identifier, comprendre et appliquer les réglementations qui les concernent, tous sujets confondus. Le réseau aussi peut vous aider à trouver des partenaires commerciaux ou technologiques dans d'autres pays. Et nous avons aussi dans nos équipes des experts innovation qui peuvent vous accompagner sur les programmes européens de recherche, les financements, la propriété industrielle, etc. Donc, je vous invite à aller sur notre site si vous voulez si vous voulez faire plus ample connaissance. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus précisément d'une des conséquences du Brexit, à savoir le nouveau marquage UKCA qui a été introduit par le Royaume-Uni. Si tu peux passer la page suivante, merci. Donc, comme vous le... Moi, je ne vois rien à l'écran. Voilà, ça arrive. Comme vous le voyez à l'écran, les produits concernés sont en fait les produits qui sont soumis au marquage CE dans l'Union européenne, auxquels le Royaume-Uni a ajouté les aérosols. Donc, si vous vendez des aérosols, il faudra qu'ils aient le marquage UKCA pour être mis sur le marché UK. Il y a un cadre général qui concerne la plupart des produits et nous allons évoquer ce cadre général avec Loïc Berthaud du groupe Emitech en nous appuyant sur l'exemple des produits électriques, électroniques et connectés, c'est-à-dire soumis aux directives CEM, basse tension et équipements radioélectriques. Et dans un deuxième temps, nous évoquerons les produits, plus particulièrement les dispositifs médicaux, donc un produit pour lesquels des règles particulières existent. Et nous donnerons la parole à Rita Alabi du cabinet MD 101. Alors, si certains d'entre vous sont concernés par d'autres directives ou règlements qui ne seront pas évoqués aujourd'hui, je pense par exemple, pour vous donner un exemple, si vous concevez une veste de chantier chauffante, elle est soumise à la CEM, mais aussi aux équipements de protection individuelle, ou si vous fabriquez une machine connectée, elle est soumise à la directive RED qu'on va évoquer aujourd'hui, mais aussi à la directive machine. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents réglementaires EEN. Vous avez dans la slide suivante la liste des contacts de vos référents dans les régions qui ont organisé le webinaire. Tu peux passer la page suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, vous avez là vos contacts Entreprises Europe Network pour les régions qui organisent ce webinaire, plus la liste pour le reste de la France, parce que je sais qu'il y a des entreprises du reste de la France qui participent à ce webinaire. Donc, vous avez la liste sur le site de EN France. J'ai ajouté aussi le contact et le lien avec Captronic, si vous voulez les contacter, ainsi que les 2 intervenants. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de garder vos micros et vos caméras désactivés. Si vous avez des questions, merci de les poser par écrit. Nous les collecterons et nous les poserons à la fin de chaque présentation. Il y aura 2 séries de questions-réponses. Et je vous précise que les présentations vous seront envoyées après la réunion. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Loïc Berthaud, que nous remercions pour son implication. Si Loïc, vous voulez bien prendre la main et partager votre présentation, la parole est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation, je dirais,
massive à cette présentation. Donc, je m'appelle Loïc Berthaud, je travaille pour le laboratoire Imitech, donc, qui est avant tout un laboratoire d'essai, donc de qualification de produits électriques pour tout ce qui est marquage CE, qualification environnementale. Et je travaille plus particulièrement dans le service certification internationale, qui est l'organisme de certification, organisme notifié dans le cadre des directives européennes, et l'organisme de certification dans le cadre du schéma OC, qui traite aussi du coup tout ce qui est des questions hors marquage CE, donc international au sens large. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, j'interviens pour vous présenter les conséquences du Brexit sur la mise sur le marché de vos produits radio et électriques, électroniques, généralement. Donc, je vous propose déjà de nous remettre très rapidement en situation par rapport au Brexit, comment on en est arrivé là, et ensuite d'étudier plus en détail les procédures de mise en conformité de vos produits par rapport à ce nouveau marquage, le marquage UKCA, de voir avec vous au niveau des normes, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui est similaire par rapport à ce qui se fait dans le cadre du marquage CE. De même pour ce qu'on appelle les UK Approved Bodies, donc qui sont les organismes notifiés dans le cadre du UKCA. Et puis pour terminer, de comparer les deux, le CE versus le UKCA, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui semblent proches ou en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut reconnaître dedans. Donc c'est parti, le Brexit, c'est la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne au 1er janvier de cette année. Hors réglementation spécifique, tels que les dispositifs médicaux, donc qui seront vus dans un deuxième temps, le marquage UKCA s'applique à la plupart des produits couverts par le marquage CE. Donc on a vu la liste des directives, on a vu la liste des produits concernés, et vous allez voir, c'est très proche, pour ne pas dire quasiment identique à ce qui se fait dans le cadre du marquage CE. Le marquage UKCA est applicable depuis le 1er janvier. Donc, vous pouvez commencer à la poser et il sera obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Donc, vous devrez la poser pour une mise sur le marché en Grande-Bretagne. Et attention, on insiste bien dessus, la Grande-Bretagne comprend l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Pour l'Irlande du Nord, on y reviendra après, il y a des choses un petit peu particulières. Aujourd'hui, la position du marquage UKCA, les règles d'application sont assouplies, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un feuillet avec le produit, vous pouvez, entre guillemets, détourner un petit peu les règles d'application, mais à partir du 1er janvier 2023, les règles d'application de ce marquage seront strictes, donc au niveau de la position, au niveau des dimensions, au niveau des produits et des documentations qui doivent porter ce marquage. Mais vous allez voir, normalement, vous ne devrez pas avoir non plus trop de surprises par rapport à ce que vous connaissez dans le cadre du marquage CE. Donc, applicable depuis le 1er janvier de cette année, obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Donc, préparez-vous, à un moment ou à un autre, vous allez y passer. Pour l'instant, pourquoi le marquage CE, pourquoi le UKCA n'est pas obligatoire? Parce qu'on est dans une période de transition dans laquelle le marquage CE reste valable, reste reconnu pour les domaines où les règles britanniques et européennes sont identiques. Donc, vous le savez, les directives européennes, pour être applicables, sont retranscrites en droit national et une grande partie de ces directives ont donc été retranscrites dans le Royaume-Uni et aujourd'hui ne sont pas modifiées, sont donc identiques, les règles d'application sont identiques entre le UKCA et le marquage CE pour un certain nombre de produits. Donc dans ce cas-là, le marquage CE reste reconnu. La fin de la période de transition, ce sera le 31 décembre prochain, d'où le 1er janvier 2022, UKCA obligatoire. Entre-temps, si pour une raison X ou Y, n'importe laquelle des parties, donc l'Union européenne ou la Grande-Bretagne, modifie les règles, le marquage CE ne sera plus reconnu en Grande-Bretagne. Donc attention, aujourd'hui c'est identique, ça peut évoluer, et si ça évolue, cette règle aujourd'hui valable ne le sera plus. Dans tous les cas, le marquage UKCA n'est aujourd'hui déjà plus reconnu dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, c'est le marquage CE et il n'y a pas de reconnaissance du UKCA. Les changements ne s'appliquent pas au stock existant, donc tous les produits qui ont été fabriqués et mis sur le marché avant le 1er janvier 2021 ne sont pas concernés.
Il n'y a pas de rétroactivité sur ce point-là. Les réglementations identiques aujourd'hui entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc le marquage CE, le UKCA. Vous avez la liste globalement complète ici, et on voit que globalement, toutes les directives aujourd'hui sont retranscrites en législation UK, et notamment les directives CEM, basse tension et radio. Il y en a d'autres qui sont intéressantes, comme la TEX, le ROHS, etc., etc. Mais on va se concentrer sur ces 3 directives qui sont, je dirais, les plus communément répandues dans le domaine de la mise sur le marché des produits électriques et électroniques. Et donc, on va creuser un petit peu, voir justement entre la directive CEM et la régulation CEM, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'on a bien la même chose dedans, etc., etc. Et de même pour la directive basse tension et la directive radio. J'en avais parlé rapidement, je reviens dessus. L'Irlande du Nord donc, a un protocole spécifique, le Northern Ireland Protocol, et aujourd'hui aligne ses règles de mise sur le marché avec celles de l'Union européenne. Donc, concrètement, aujourd'hui, l'Irlande du Nord, c'est toujours le marquage CE qui est applicable. L'exception, c'est si un organisme britannique est utilisé pour effectuer l'évaluation de la conformité du produit. Dans ce cas, c'est le marquage CE UKINI ou le marquage UKINI qui est requis. Le marquage UKCA, de même que pour l'Europe, n'est pas reconnu en Irlande du Nord. Donc vous voyez un petit peu venir quand même les casse-têtes au niveau des marquages de votre produit, mais ça c'est, on va dire, c'est la règle du jeu, on n'a pas le choix pour l'instant. Donc en résumé, le marquage UKCA, c'est un nouveau marquage utilisé pour la mise sur le marché de vos produits en Grande-Bretagne, Pays de Galles, Angleterre et Écosse. Le marquage UKCA seul ne peut être utilisé en Irlande du Nord, qui doit avoir le marquage CE ou le marquage UKINI, suivant l'intervention ou non d'un organisme d'évaluation de la conformité britannique. Et aujourd'hui, le marquage CE reste reconnu pour certains produits. Donc j'insiste bien, je souligne bien ces termes. Tant que c'est identique et provisoirement, pour certains produits, le marquage CE reste reconnu, mais dans tous les cas, en début d'année prochaine, dans le cadre des directives dont on va discuter juste après, même si c'est identique, ce sera le UKCA qui s'appliquera. Donc, au niveau des procédures de mise en conformité, la directive radio UKCA s'appelle la Radio Equipment Regulations 2017. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller la consulter. Et aujourd'hui, le domaine d'application est strictement identique à la directive RED. Donc c'est logique, c'est une transcription nationale de cette directive. Elle n'a aujourd'hui pas été amendée par les autorités britanniques, donc elle est applicable à tous les produits radioélectriques destinés à être mis sur le marché en Grande-Bretagne. Les démarches de mise en conformité de cette directive ou de cette régulation, on va utiliser le terme régulation pour ne pas confondre, donc sont identiques à celle de la directive RED, c'est-à-dire que les produits radioélectriques destinés à une mise sur le marché en Grande-Bretagne doivent respecter les exigences essentielles de la régulation, exigences essentielles de santé et de sécurité, exigences essentielles de compatibilité électromagnétique et bien entendu pour les produits radio, exigences essentielles d'utilisation efficace et optimisée du spectre. L'application complète des UK Designated Standards vous permet de rester dans le cadre de l'auto-évaluation, de rédiger votre déclaration de conformité sans l'intervention d'un organisme externe. Et donc, ces UK Designated Standards, on peut les rapprocher des normes harmonisées qui sont donc publiées dans le journal officiel de la communauté. Et globalement, on est à peu près, je dirais même, on est exactement dans la même philosophie. Vous avez un produit radio, vous prenez la liste des normes harmonisées, vous l'appliquez complètement sur votre produit, vous pouvez rédiger votre déclaration de conformité tranquillement tout seul. En cas d'application partielle d'une de ces UK Designated Standards, donc par exemple intégration de modules ou bien extension de validité à une gamme de produits sans refaire la totalité des essais, ou bien s'il n'existe pas de normes UK Designated Standards, donc de normes harmonisées UK, le passage par un organisme externe, un UK Approved Body, est obligatoire. Donc, au final, quand on fait un petit peu je dirais la synthèse de tout ça, on se rend compte effectivement que c'est une application concrète
de la directive RED, mais dans le cadre du UKCA. Donc dans la philosophie, les démarches de mise en conformité pour un produit radio en Grande-Bretagne sont aujourd'hui identiques dans la philosophie à celle du marquage CE. Pour la directive CEM, à nouveau, on a une transcription de la directive européenne en droit national britannique. Le lien est disponible sur le slide et là aussi, le domaine d'application est donc identique à celui de la directive CEM. Tout équipement qui peut perturber ou être perturbé par des perturbations électromagnétiques est donc soumis à cette régulation. Les démarches de mise en conformité, à nouveau, sont similaires à celles du marquage CE. Le produit doit respecter les exigences essentielles de compatibilité et d'immunité. Dans tous les cas, que ce soit à partir d'une extension de validité de la conformité sur une gamme, que vous appliquiez une norme harmonisée ou pas, le passage par un UK Approved Body reste volontaire. Vous pouvez faire appel à un organisme, un expert pour certifier vos produits, mais la législation ne vous l'impose pas. Donc à nouveau, on change on va dire de titre de régulation, mais la philosophie reste la même. Et enfin, pour ce qui est de la directive basse tension, la sécurité des produits, à nouveau, on a une transcription de la directive en droit britannique, avec le lien pour aller la consulter. Et donc, tout matériel électrique, alors, je ne l'ai pas précisé, mais dans une certaine catégorie, dans une certaine gamme de tension, qui est identique à celle de la directive basse tension du marquage CE, doit respecter les exigences essentielles de sécurité santé de la régulation équipement électrique. Il n'y a pas de notion de UK Approved Body, de même que dans le cadre de la directive basse tension européenne, il n'y a pas d'organisme notifié, donc vous ne pouvez pas, même si vous le souhaitez ardemment, avoir un certificat qui valide la sécurité de vos produits. C'est une notion qui n'existe pas dans la directive CE et dans la directive UK. Donc là-dessus, voilà, vous êtes seul responsable de la conformité de vos produits. Il y a quand même des différences. La philosophie, on l'a vu, est la même. Les produits doivent respecter les exigences essentielles en appliquant les normes harmonisées, les UK Approved Standards, etc., etc. Mais il y a un moment ou un autre, il faut rédiger une déclaration de conformité. Et bien évidemment, ça n'est plus une déclaration UE de conformité, c'est une déclaration de conformité UK. Donc, à nouveau, ce n'est pas des changements phénoménaux, mais il faut remplacer la mention de la directive RED ou de la directive basse tension européenne par l'équivalent britannique, etc., etc. Il faut citer les normes britanniques et non plus les normes européennes, même si on verra après, pour l'instant, ce n'est pas un gros problème non plus. Bref, il faut l'adapter, il faut la rédiger en anglais. La déclaration UK de conformité doit être signée par le fabricant, donc comme pour le marquage CE, c'est le fabricant qui engage sa responsabilité, ou éventuellement son mandataire. Alors attention, le mandataire doit dans ce cas être basé au Royaume-Uni. Donc c'est pareil dans le cadre du marquage CE, si le fabricant souhaite passer par un mandataire, ce mandataire doit obligatoirement être membre d'un pays, doit être localisé dans un État membre de l'Union. Donc à nouveau, il n'y a pas de changement dans la philosophie, mais effectivement, il faut forcément considérer que pour une mise sur le marché au Royaume-Uni, c'est un mandataire basé au Royaume-Uni. Ce qui est, entre guillemets, un faux problème, puisque l'utilisation, le passage par un mandataire dans les directives basse tension, CEM et radio n'est pas obligatoire. Mais attention, il faut le savoir, si vous souhaitez malgré tout passer par un mandataire pour une raison X ou Y, celui-ci doit avoir une adresse au Royaume-Uni. Les UK Designated Standards. Aujourd'hui, dans le cadre des produits radioélectriques, cette liste de normes est identique à celle des normes harmonisées dans le cadre de l'Union européenne. Donc vous allez retrouver les mêmes normes, généralement des normes ETSI EN, avec les mêmes versions et avec les mêmes dates d'obsolescence, les mêmes dates de retrait pour les versions qui sont en fin de vie. Donc pour l'instant, si vous avez un produit qui est marquable CE, vous
pouvez relativement facilement transposer au marquage UKCA dans le cadre d'un produit radio si vous avez appliqué l'intégralité des normes harmonisées CE et donc aujourd'hui qui sont identiques au UK Approved Standard, UK Designated Standard. Je vous ai mis le lien aussi pour que vous puissiez aller consulter cette liste de normes harmonisées. Et je souligne, aujourd'hui, la liste est identique. Rien n'empêche l'Union européenne de faire évoluer cette liste, comme elle le fera très probablement. Et rien n'empêche le Royaume-Uni de faire évoluer cette liste d'une façon différente. Et à ce moment-là, la transcription, je dirais, il n'y aura plus d'identicité entre les deux listes, ce qui pourra éventuellement être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, et j'insiste bien, aujourd'hui, c'est identique, mais méfiez-vous, rien ne dit que ça ne changera pas d'un côté ou de l'autre, et du coup, ça pourra occasionner des difficultés non prévues. Au niveau des bandes de fréquence, des niveaux maximum de puissance permis, des conditions d'utilisation du spike, etc., etc. À nouveau, aujourd'hui, le Royaume-Uni n'a pas réinventé l'eau chaude, il a repris ce qui était autorisé en Europe. Donc, si vous comparez les bandes harmonisées au niveau européen avec l'équivalent, les bandes harmonisées au niveau UK, vous allez retrouver les mêmes bandes de fréquences avec les mêmes conditions, les mêmes puissances maximales, les mêmes utilisations temporelles, etc., etc. Dans le cadre de la directive CEM, à nouveau et aujourd'hui, j'insiste, la liste des normes harmonisées UK est identique à la liste des normes harmonisées CE. Donc, tant mieux, c'est une bonne chose, mais attention, comme à nouveau, ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc, méfiez-vous, même si c'est identique aujourd'hui, ce n'est pas garanti que ça le reste. Et enfin, pour la safety, pour la basse tension, rebelote, aujourd'hui, on retrouve dans les deux cas les mêmes normes avec les mêmes versions qui donnent présomption de conformité et les mêmes dates d'obsolescence pour les normes qui arrivent en fin de vie. Donc c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, vous pouvez relativement, donc facilement passer du marquage CE au marquage UKCA. Mais attention, vraiment j'insiste dessus, ce sont aujourd'hui deux législations différentes. Si l'une évolue, l'autre n'a pas d'obligation de répercuter l'évolution. Il reste un dernier cas qui est aussi, je dirais peut-être aujourd'hui dans le domaine des trois directives qui nous intéressent, le plus gros point noir, c'est celui des UK Approved Bodies, entre guillemets, sous-entendu, donc les organismes notifiés dans le cas du marquage UKCA. Alors, pourquoi c'est un point noir? Parce qu'aujourd'hui, les certificats d'examen UE de type que vous avez obtenus dans le cadre du marquage CE ne sont pas reconnus dans le cadre du marquage UKCA. Et dans le sens inverse, les organismes notifiés basés au Royaume-Uni ont été automatiquement dénotifiés par l'Union européenne, donc ce ne sont plus des organismes notifiés. Donc concrètement, ces organismes anciennement CE ne sont plus CE. Ils ont par contre automatiquement été notifiés UKCA par les autorités britanniques. Donc, il y a quand même des organismes de certification dans les deux, on va dire, dans les deux législations. Les certificats CE ne sont pas reconnus pour le marquage UKCA et les certificats UK ne sont pas reconnus pour le marquage CE. Voilà le problème principal. Aujourd'hui, si vous avez fait intervenir un organisme notifié dans le cadre du marquage CE, vous devez aller contacter un deuxième organisme, obtenir un deuxième certificat. Il n'y a pas de reconnaissance directe. À ce stade, et malgré l'accord de reconnaissance qui a été signé en fin d'année dernière, nos homologues, nos interlocuteurs auprès de la Commission nous l'ont confirmé. On n'avait pas vu on va dire certains mots-clés dans cet accord. Il n'y a pas d'accord de reconnaissance mutuelle de prévu. Et aujourd'hui, il n'est même pas discuté, il n'y a pas de projet d'accord de reconnaissance. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes obligé de transférer votre certificat européen, votre certificat CE, vers un organisme de certification UK et vice-versa.
si vous souhaitez continuer d'apposer le marquage CE et le marquage UKCA, vous devez aujourd'hui avoir 2 certificats différents auprès de 2 organismes différents. Petite note, on avait senti le coup venir, donc on a conclu un partenariat avec justement un organisme UK Approved Body. On a des facilités, je dirais, pour justement transformer nos certificats, puisque nous sommes organismes notifiés dans le cadre de l'Union européenne. On peut transformer nos certificats CE en certificats UKCA de façon simplifiée. Vous n'avez pas besoin de reprendre toute la démarche à zéro. Mais c'est un autre sujet. Je ne vais pas m'étendre dessus. Donc, pour résumer, le marquage CE par rapport au UKCA, on a vu que dans la philosophie, on était quand même relativement proche. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, on doit être conforme aux exigences essentielles des directives, déclarer ou rédiger une déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE. Pour le Royaume-Uni, on a aussi des exigences essentielles à respecter qui sont aujourd'hui identiques à celles des directives européennes, avec par contre des noms de régulation qui changent un petit peu. Donc attention à votre déclaration de conformité UK. Et le marquage UKCA à apposer en Grande-Bretagne ou CE plus UKMI pour l'Irlande du Nord. Donc à nouveau, l'Irlande du Nord, par défaut, c'est le marquage CE. Mais si vous avez fait intervenir un organisme d'évaluation de la conformité britannique, dans ce cas, c'est le marquage UKMI qui s'applique. Pour démontrer la conformité aux exigences essentielles des directives, le moyen aujourd'hui le plus répandu et le plus simple, c'est l'application des normes harmonisées. Et dans le cadre du marquage UKCA, c'est l'application des UK Designated Standards. Donc, dans le cadre des directives radio, basse tension et CEM, aujourd'hui, la liste des normes harmonisées est identique à la liste des UK Designated Standards. Mais je me permets d'insister lourdement, attention, rien ne dit que ça ne changera pas un jour. On peut avoir des nouvelles normes, on peut avoir des versions de normes différentes, donc il faut vraiment considérer que ce sont 2 listes à surveiller et ce n'est pas parce que l'une bouge que l'autre va bouger forcément en accord. Dans le cadre des directives européennes, vous pouvez être amené à devoir passer par un organisme de certification, un organisme tiers, donc un organisme notifié. Ça peut être obligatoire dans le cadre de la directive RED, dès lors que vous n'appliquez pas une norme harmonisée ou que vous ne l'appliquez pas complètement. Ça peut être volontaire, comme dans le cadre de la directive CEM. Pour le Royaume-Uni, même philosophie. Pour les produits radio, le passage par un UK Approved Body peut être obligatoire si vous appliquez pas complètement une UK Designated Standard ou si vous appliquez ou s'il n'existe pas de normes UK Designated Standard qui couvrent les risques couverts par votre produit. Pour la CEM, même dans tous les cas, ça reste volontaire au même titre que la directive CEM CE. Le dossier technique est à conserver par le responsable. Donc, en général, le responsable, c'est directement le fabricant, mais ça peut être aussi son mandataire. Et dans le cadre du mandataire, pour le marquage CE, il doit être localisé dans un État membre de l'Union. Pour le marquage UKCA, le mandataire doit être localisé au Royaume-Uni. La surveillance du marché, dans tous les cas, reste du ressort des autorités nationales. Donc, c'est l'ANFR pour la France, et puis c'est un autre organisme, l'Ofcom, je crois, pour le Royaume-Uni. Mais voilà, la surveillance du marché se fait par les États concernés. Donc il va y avoir une surveillance aux frontières du Royaume-Uni avec l'Union européenne, forcément. Ce qui pose d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, aujourd'hui des questions par rapport justement au protocole nord-irlandais qui est une faille justement dans cette surveillance du marché. Juste très rapidement, et ensuite on pourra passer aux questions et je laisserai du temps pour la partie médicale. Donc, on a parlé du marquage UKCA et puis un petit peu du marquage CE. Donc, c'est le petit bleu clair au milieu de cette carte. Vous voyez, et ça n'est qu'un aspect visuel, que des marquages, il y en a partout dans le monde, qui sont tous différents. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À chaque marquage, c'est la même philosophie. Il y a une législation différente. Donc, il faut en tenir compte et pas aller un peu au hasard en se disant le marquage CE, ça marche chez nous, donc ça marche partout. Rien n'est plus faux. Typiquement, voilà un exemple de produit homologué, on va dire mondialement.
et ben, sa notice, son étiquette est couverte de tous les marquages. Ça veut dire qu'il a passé tous les agréments, obtenu tous les certificats, passé toutes les homologations, répondu aux exigences de toutes les normes et des autres réglementations locales. Et il en est couvert. Donc pour être homologué mondialement, il faut passer par chaque pays, chaque législation et y répondre. Donc, et c'est valable pour le UKCA, c'est pour ça que je reboucle. Aujourd'hui, il faut vraiment que vous considériez que le Royaume-Uni, c'est un pays tiers, c'est un autre pays, il n'est plus membre de l'Union européenne. Donc, pour pouvoir mettre vos produits sur le marché, je dirais de façon sûre, il faut que vous identifiez les réglementations applicables, la responsabilité, est-ce que vous êtes obligé de passer par un représentant local ou est-ce que vous, en tant que fabricant européen, vous pouvez aller au Royaume-Uni sans action complémentaire. S'il y a des accords de reconnaissance, des choses qui peuvent vous aider à vous mettre en conformité, c'est quand même intéressant de les connaître. Et puis forcément, c'est ce qui va se voir en premier en cas de contrôle douanier ou en cas de surveillance du marché. Est-ce qu'il y a des marquages, des marques, des logos appliqués sur vos produits? C'est la base, hein, c'est la première chose qui va sauter aux yeux. Si un produit qui arrive aux frontières de l'Union européenne sans marquage CE, il y a quand même de fortes probabilités que ça ne passe pas. Donc, effectuer une veille réglementaire. Vous souhaitez vendre un produit sur un marché, que ce soit le Royaume-Uni ou bien que ce soit tout autre pays dans le monde, sachez à quoi vous allez vous exposer, ne partez pas au hasard et ne pensez pas que, puisque le marquage CE c'est comme ça, c'est pareil partout. Emitech peut vous aider justement sur ce type on va dire d'analyse réglementaire, ce type d'accès à l'information. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis des années, de façon régulière. On a quasiment couvert l'intégralité des pays dans le monde. On est capable de vous apporter ces réponses sur toutes les exigences techniques, bien entendu. Vos produits doivent respecter des normes, doivent être conformes, mais aussi administratives, ce qui est généralement plutôt le point qui est, on va dire, omis. Il y a des démarches à effectuer, comment ça se passe, qui il faut contacter, quel temps ça prend, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bien entendu, on peut aussi vous accompagner pour obtenir ces agréments. Ce n'est pas tout de les identifier, mais on a aussi l'habitude de mener en partenariat avec des contacts locaux et puis donc en vous représentant directement auprès de ces partenaires ou des autorités locales, de prendre en charge les dossiers et d'obtenir les agréments, les certificats qui vont bien. Je vous laisse les coordonnées personnelles et puis donc l'adresse générique du service certification Emitech, sur lequel, si vous avez des questions, on va dire plus globales sur la mise sur le marché international, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et puis donc, je vais vous laisser poser vos questions et voir un petit peu est-ce que je peux y apporter des réponses. Très bien, merci Loïc pour cette intervention. Nous proposons aux entreprises de poser des questions si elles en ont. Il y en a une qui vient d'être posée concernant la taille du marquage lui-même, UKCA, sur des produits petits. Lorsqu'il n'y a pas la place, est-ce qu'il y a une certaine tolérance? Quelle est la règle par rapport au marquage CE? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Alors, aujourd'hui, le marquage UKCA a les mêmes conditions d'imposition que le marquage CE. C'est-à-dire que normalement, la règle, c'est de l'appliquer sur le produit avec une dimension minimale de 5 mm. Et dans certains cas, pour des produits trop petits, des produits avec des dimensionnements ou on va dire des formes qui rendent, ou bien des conditions d'utilisation, un produit qui serait collé contre un mur, le marquage qui serait caché entre le mur et le produit, bon, ça devient un petit peu... Donc, les règles sont les mêmes que pour le marquage CE, c'est-à-dire par défaut, le marquage UKCA doit être appliqué sur le produit et sur sa documentation, doit faire 5 mm minimum, mais il est largement toléré, effectivement, surtout dans le cadre des produits qui sont de taille réduite ou qui ont on va dire des formes un petit peu bizarroïdes, d'appliquer le marquage dans la notice ou bien sur l'emballage du produit. En complément, une personne demande où est-ce que l'on trouve ce modèle logo UKCA. Je sais qu'il est sur le site du gouvernement oui. UK.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, le moyen le plus simple, Mais c'est non, il d'être faut être directement à la sur le banque, site à la des banque postale. autorités Il faut britanniques. être à la banque. J'ai Oui, entendu t'es à quelqu'un la banque, parler. c'est un compte à la banque. Et c'est un chèque Excusez-nous, de la banque. Et c'est un chèque de la banque. il y a une personne qui a son micro. Mhm. Donc, excusez-nous, Ah bon, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas une question d'être demandé. vous pouvez répéter, Loïc, excusez-moi, on n'a pas bien Donc entendu. voilà, aujourd'hui, pour toutes les informations avec les dimensionnements et les cotes du marquage UKCA, vous pouvez aller directement sur le site des autorités britanniques. Alors, je ne les ai pas sur mes slides. Excusez-moi, quelqu'un vient de le mettre en ligne dans les messages, mais on pourra l'envoyer, on pourra le rajouter au slide. Deux questions qui ont été posées précédemment. Il y en a une sur l'impact sur les dispositifs in vitro. On verra ça après avec Madame Alabi. Et puis une autre question par rapport à la transcription, entre guillemets, de la transposition de règlement. Effectivement, il n'y a pas de transposition, mais l'appareil, la RED, la SEM et la basse sanction ne sont pas concernées puisqu'elles sont toutes les trois des directives. On verra après avec Madame Alabi ce qu'il en est concernant le règlement dispositif médicaux. Alors, effectivement, je ne vais pas m'étendre dessus, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais bon, globalement, aujourd'hui, ce que moi j'ai retenu, c'était que les directives européennes ayant été retranscrites en droit britannique, on a donc quasiment des choses identiques. Par contre, au niveau des règlements, dont notamment les dispositifs médicaux, il n'y aura pas de... Enfin, voilà, je marche sur des œufs, hein, mais a priori, il n'y aura pas entre guillemets, de transcription du règlement européen en droit britannique. Il y aura des règles différentes. On nous demande aussi s'il existe un modèle de déclaration de conformité UKCA. Donc, j'imagine que c'est dans l'annexe des textes UK. Alors, exactement. Donc là aussi, directement sur le site des autorités britanniques, sachant qu'à nouveau, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. On va retrouver un formalisme qui est quasiment celui de la directive du marquage CE, de la déclaration UE de conformité, avec je sous-signais un tel, déclare que tel modèle de produit est conforme à telle régulation, j'ai appliqué telle norme pour vérifier telle exigence essentielle, etc., etc. Et donc, il y a bien un modèle type qui est paru, je crois, aujourd'hui ou bien en fin de semaine dernière sur le site des autorités britanniques. Une question intéressante. En cas de contrôle, pouvons-nous envoyer des certificats de test CE? Voilà. Est-ce que s'il y a des contrôles des autorités britanniques? Je me méfie du terme certificat. Aujourd'hui, Oui. si vous présentez un certificat d'examen UE de type, donc un document émis par un organisme notifié, il ne sera pas reconnu si vous appliquez le marquage UKCA. Et si vous appliquez le marquage CE, c'est pareil. Aujourd'hui, sauf pour la période de transition, hein, un certificat européen n'est pas reconnu pour le marquage UKCA. Si vous disposez par contre de rapports d'essai, donc émis par un laboratoire qui a testé votre produit selon une norme, le rapport sera acceptable, et je dirais même il est d'autant plus acceptable aujourd'hui dans le cadre des 3 directives discutées, puisque les normes sont identiques, les normes qui donnent présomption de conformité sont identiques entre le marquage UKCA et le marquage CE. Donc aujourd'hui, les rapports Emitech sont reconnus pour le marquage UKCA, les certificats Emitech ne sont pas reconnus. Là, il y a une question plus technique parce qu'elle concerne une norme plus précisément. Quel impact sur le user guide et les obligations de marquage liées à la EN 62 368-1? C'est une excellente question. Malheureusement, je ne saurais pas y répondre. Je ne connais pas cette norme. EN 62 360. Ah, si, c'est la norme de sécurité, pardon, autant pour moi. Alors, je ne pense pas que ça change, puisque cette norme, on va dire, entre guillemets, elle est pas nationale. Donc, je pense que la règle veut que tout ce qui est listé dans cette norme, dans le cadre du marquage UKCA, c'est les marquages, les avertissements doivent être rédigés en anglais. Mais au niveau de l'application de la norme, au niveau des exigences techniques, c'est la même norme.
Nous avons 2 autres questions. Concrètement, on peut donc directement rédiger une Declaration of Conformity UKCA et apposer le marquage dans le cadre d'une autocertification? Oui, aujourd'hui, oui. Si vous avez un produit conforme CE sans être passé par un organisme notifié, vous pouvez passer en UKCA, donc rédiger votre déclaration de conformité et apposer le marquage UKCA aujourd'hui sans examen complémentaire. Attention, vous allez me trouver casse-pied, mais ça peut être amené à évoluer. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément à la fin de l'année, voire peut-être avant. On peut espérer qu'ils vont essayer de garder des normes, on va dire, identiques le plus longtemps possible, mais il n'y a plus d'obligation. Le Royaume-Uni, maintenant, peut décider à sa seule convenance de tout modifier. L'Union ne pourra rien dire. Et à contrario, l'Union pourra apporter des modifications. Le Royaume-Uni ne sera pas obligé de s'y conformer. Et voilà, c'est sa législation maintenant. Il est indépendant. Donc aujourd'hui, oui, à partir du moment où vous n'êtes pas passé par un organisme de certification, un organisme notifié. Ensuite, un marquage est-il nécessaire sur l'emballage? Bon, là, je pense qu'on y a déjà répondu. Vous y avez déjà répondu en partie. Oui, oui. Le marquage doit être apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne, donc la notice ou l'emballage, mais à un moment ou à un autre, effectivement, voilà, il faut que ce soit clairement montré. Il faut pas que l'utilisateur ou les personnes qui sont en charge de la surveillance du marché, entre guillemets, doivent ouvrir la boîte pour aller vérifier s'il y a bien tout dedans. Le plus simple, ça reste de la poser sur l'emballage. Après, si ce n'est pas sur l'emballage, on peut aussi appliquer les règles en fonction justement des dimensions, des difficultés à la poser. Mais le plus simple, ça reste que ce soit clairement visible. Je vois qu'il y a une question par chat. Qu'est-ce qu'un organisme notifié? Oui. Je pense que cette personne peut se rapprocher de son référent entreprise Europe Network et on lui expliquera en fonction de son secteur d'activité. Très bien. Alors, dans le cas de la radio et d'un passage par un organisme notifié, si les essais sont effectués dans l'Union européenne, un rapport COFRAC est-il obligatoire pour les organismes notifiés UK? Alors, pour les organismes notés, on va dire les UK Approved Body, ils vont avoir leurs propres conditions d'acceptation. Maintenant, alors, nous, au niveau d'Imitech, on n'impose pas le passage par un rapport COFRAC. On veut des rapports qui satisfassent aux exigences qualité de l'ISO 17025. Donc, un des moyens, et je dirais le plus simple, c'est d'avoir des rapports COFRAC, c'est-à-dire des rapports émis par un organisme d'essai accrédité selon ce standard, de ce référentiel qualité. Mais à partir du moment où il n'y a pas le logo sur le rapport, vous pouvez nous démontrer que le produit respecte, que les essais ont bien été faits par du personnel compétent, selon des standards répandus, avec du matériel suivi métrologiquement, etc. Donc, vous pouvez de manière détournée démontrer que vous respectez bien les exigences qualité sans la position du logo COFRAC obligatoire. Au niveau des UK Approved Body, je ne saurais pas vous dire quels sont leurs critères, mais il n'y a aucune raison qui remette en cause l'ISO 17025. C'est un standard qualité qui est mondial, qui est répandu mais dans tous les pays du monde. La reconnaissance directe des rapports, après, reste de la compétence de chaque autorité locale. Mais normalement, ce n'est pas parce que le rapport Emitech sera avec ou sans accréditation COFRAC qu'il sera plus ou moins facilement refusé. Maintenant, c'est vrai qu'en général, et c'est vrai partout dans le monde, un logo ou un certificat va aider à rassurer l'organisme avec qui vous allez communiquer. Et ce sera plus simple, effectivement, qu'il accepte le rapport s'il sait qu'il est émis par un organisme accrédité, etc., etc. D'accord. Il n'y a plus de questions. De toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser après le webinaire par mail. Vous avez tous les contacts. Je pense que l'on peut s'arrêter là et passer la parole à Madame Alabi si vous n'avez plus de questions.
On a retenu que les entreprises ont 9 mois pour adapter surtout leur déclaration de conformité et l'importance de faire une veille parce que voilà, le Royaume-Uni peut à tout moment modifier sa législation ou ses normes. C'est ça. Donc, et je pense puis que par contre, voilà, si vous êtes passé par un organisme notifié européen, contactez cet organisme pour faire transférer votre certificat ou posez-vous la question en tout cas d'en obtenir auprès d'un UK Approved Body. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas poser le marquage UKCA directement à partir de votre dossier CE. Très bien. Merci infiniment pour cette intervention. Nous allons passer la parole à Rita Alabi du cabinet MD 101. Si vous voulez bien prendre la main à votre tour. Oui, merci beaucoup Dominique. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, oui, vous voyez bien? Très bien. D'accord. Donc bonjour à tous. Au début, je vais me présenter un tout petit peu. Je suis Rita Alabi, consultante en affaires réglementaires, assurance qualité spécialisée en dispositifs médicaux et je fais partie du réseau MD 101 depuis maintenant quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc les conséquences du Brexit sur les dispositifs médicaux. Donc, MD 101, c'est un cabinet de conseil qui intervient à tout stade de développement d'une innovation médicale, comme indiqué sur le schéma, et plus particulièrement sur les aspects réglementaires. Ça, c'est une petite présentation de MD 101. Donc là, je vais continuer avec notre sujet. Donc là, j'ai souhaité juste montrer une carte du Royaume-Uni juste pour localiser chaque partie. Donc, comme on peut voir, on a l'Irlande qui est faite donc, de la République de l'Irlande qui, elle, reste dans l'Union européenne. On a l'Irlande du Nord, qui, elle, fait partie du Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne, donc qui est faite par l'Écosse, l'Angleterre et les Pays de Galles. Donc, comme Loïc l'a bien indiqué, l'Irlande du Nord est un peu spéciale parce qu'elle fait partie donc de l'Irlande et elle a des accords de frontières ouvertes avec la République de l'Irlande. Donc, elle reste quand même dans l'Union européenne tout en étant au Royaume-Uni. Donc, ce sont l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne qui sont impactés par le Brexit. Cependant, les règles vont être différentes, en tout cas pour les dispositifs médicaux, entre la Grande-Bretagne d'une part et l'Irlande du Nord d'une autre part. Et dans ce webinaire, je vais présenter un résumé des règles applicables en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, la réglementation à respecter dans ces deux régions, l'autorité compétente, la UK personne responsable, ce qu'on va appeler en anglais la UK responsible person, et l'enregistrement des dispositifs médicaux qui est une nouveauté au Royaume-Uni. Donc, la première partie, ce sont les dispositifs médicaux en Grande-Bretagne. Pour rappel, la Grande-Bretagne est composée donc de l'Angleterre, Pays de Galles et l'Écosse. Depuis donc, début janvier 2021, l'Union européenne a retiré les désignations des organismes notifiés qui étaient basés au Royaume-Uni. Donc, ils ont été retirés de la base de données européenne EU Nando, sur laquelle on liste tous les organismes notifiés actuellement. Donc, on en avait 3, BSI, SGS et UL. Donc, ces 3 organismes aujourd'hui ne peuvent plus délivrer un certificat de marquage CE selon les réglementations européennes en vigueur. Donc, il va falloir trouver d'autres organismes notifiés basés dans l'Union européenne pour pouvoir avoir les certificats de marquage CE. Les mandataires européens
qui étaient basés au Royaume-Uni ne sont plus reconnus dans l'Union européenne. C'est le cas si le fabricant était basé dans un pays tiers et qui avait son mandataire européen basé au Royaume-Uni. Eh ben, ce mandataire, il n'est plus reconnu. Les fabricants doivent retrouver des mandataires basés dans l'Union européenne, faire de nouvelles déclarations auprès des autorités compétentes, changer leur étiquetage et bien sûr émettre une nouvelle déclaration de conformité, un nouveau certificat de marquage CE. Les dispositifs médicaux qui ont été marqués CE par un organisme notifié basé au Royaume-Uni ne peuvent plus être mis sur le marché de l'Union européenne et ce depuis début janvier 2021. Alors là, attention parce que s'il y a des dispositifs médicaux actuellement qui sont dans les chaînes de distribution mais qui ont été mis sur le marché, donc la facturation elle a eu lieu avant janvier 2021, ceux-là, ils peuvent continuer à être mis à disposition de l'utilisateur final sans aucun souci, mais il faut avoir les preuves comme quoi la demande ou la mise sur le marché, la facturation, elle date d'avant janvier 2021. C'est un point d'audit et d'inspection. Donc là, c'est pour la partie Union européenne, ce qui est possible de faire. En revanche, en Grande-Bretagne, le marquage CE, lui, reste applicable jusqu'au 30 juin 2023. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre pour permettre une transition un peu tranquille et pour éviter tout problème de santé publique avec des ruptures de dispositifs médicaux sur le marché du Royaume-Uni. Le marquage UKCA, lui, il sera obligatoire à partir du 1er juillet 2023. Il est possible de l'avoir dès maintenant. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le marquage CE, il reste encore acceptable jusqu'au 30 juin 2023. Donc, depuis janvier 2021, les organismes notifiés qui étaient désignés pour les directives européennes basées au Royaume-Uni deviennent automatiquement des organismes d'évaluation de conformité, ce qu'on va appeler les UK CAB, UK Conformity Assessment Bodies, avec les mêmes numéros d'identification qu'ils ont eu en tant qu'organismes notifiés. Ils ont été retirés de EU Nando et ils apparaissent aujourd'hui sur la base UKMCAB. Voilà, donc il reste BSI, SGS et UL International. Une grande nouveauté en Grande-Bretagne, c'est que tous les dispositifs médicaux de toutes les classes doivent être enregistrés auprès du MHRA, donc de l'autorité compétente. Et une autre nouveauté, c'est que les fabricants qui sont basés en dehors du Royaume-Uni doivent désigner une UK personne responsable, une UK responsible person, pour pouvoir enregistrer et mettre sur le marché un dispositif médical en Grande-Bretagne. Donc, la question clé, quelle est la réglementation à respecter aujourd'hui en Grande-Bretagne? Donc, le texte réglementaire applicable, c'est le UK MDR 2002, qui est basé sur les directives européennes relatives aux dispositifs médicaux, les 3 directives. Donc, c'est la transposition des directives en loi nationale qui continue à être applicable. Les règlements 2017-745 et 2017-746 ne seront pas applicables en Grande-Bretagne pour la simple et bonne raison, c'est parce que leur date d'application n'a pas eu lieu durant la phase de transition vers le Brexit. Donc, ils n'ont pas été retenus en loi nationale. Un point très, très important, c'est qu'il y a un changement de la réglementation des dispositifs médicaux qui est prévu au Royaume-Uni. Ça va dans le même sens que les règlements
pour renforcer la sécurité auprès des patients. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus, donc on ne sait pas à quel moment va avoir lieu ce changement, quels sont ces changements. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des points d'interrogation là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un changement de la réglementation que vous allez devoir suivre de vraiment très près, donc intégrer dans votre veille réglementaire tout ce qui se passe au UK. Les standards, comme l'a bien cité Loïc, les standards internationaux, donc les normes internationales sont repris pour répondre aux exigences essentielles de la UK MDR 2002. La liste, elle est citée dans la réglementation donc 3A. Elle est consultable sur le site du gouvernement. Mais ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. On sait qu'on aura, nous, dans l'Union européenne, des standards qui vont être harmonisés pour répondre aux exigences des règlements, qui ne seront pas forcément repris pour le texte réglementaire aujourd'hui applicable au UK. Donc, si on est un fabricant maintenant basé en Grande-Bretagne, qu'on veut mettre sur le marché de l'Union européenne un dispositif médical, il va falloir se conformer avec les textes réglementaires européens en vigueur. Il faut avoir le marquage CE, que ce soit en autocertification ou par un organisme notifié. Il va falloir désigner un mandataire dans l'Union européenne ou dans l'Irlande du Nord, ça va être acceptable et il faut ajouter ce mandataire sur l'étiquetage. Un point de vigilance, un distributeur pour un produit qui vient de la Grande-Bretagne, il deviendra et il aura le statut d'importateur actuellement depuis début janvier 2021. C'est le statut d'importateur qui sera applicable à cet opérateur économique. C'est un point très important parce que cet importateur, il va devoir qu'il se conforme avec les nouvelles exigences de la réglementation des dispositifs médicaux, et ce, à partir de mai 2021 pour les dispositifs médicaux normaux et à partir de mai 2022 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc là, on a balayé dans la première partie les dispositifs médicaux en Grande-Bretagne. Là, on va passer à l'Irlande du Nord pour voir les spécificités dans cette région. Donc pour l'Irlande du Nord, le marquage CE est exigé. Si le fabricant est basé en Grande-Bretagne, il va devoir désigner un mandataire en Irlande du Nord ou dans l'Union européenne. Si jamais un UKCAP, donc l'organisme d'accréditation anglais, réalise l'évaluation de conformité d'un dispositif médical destiné à l'Irlande du Nord, il y aura un marquage spécifique UKNI en plus du marquage CE. Donc, et ce marquage CE-UKNI, il ne sera pas reconnu dans l'Union européenne. Un point commun avec la Grande-Bretagne, c'est l'enregistrement des dispositifs médicaux auprès de l'autorité compétente avec quelques spécificités supplémentaires et une désignation d'une UK Responsible Person avec aussi quelques petites différences par rapport à la Grande-Bretagne qu'on va voir par la suite. Un point de différence avec la Grande-Bretagne, c'est la réglementation en Irlande du Nord qui va devoir être respectée. Donc, ce sont les textes réglementaires européens en vigueur aujourd'hui. Donc, jusqu'en mai 2021, on a les directives européennes pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux implantables actifs. Et jusqu'en mai 2022, ça sera la directive européenne relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et à partir de mai 2021 et de mai 2022, on passera au règlement avec les mêmes règles qui vont être applicables dans l'Union européenne. Donc, là, dans cette partie, je vais vous présenter les exigences, un peu une sorte de comparaison entre les deux régions, Grande-Bretagne versus Irlande du Nord. Donc, l'autorité compétente
que ce soit pour la Grande-Bretagne ou pour l'Irlande du Nord, restera la MHRA qui, dans son rôle, va assurer la surveillance du marché. Cette autorité est habilitée à prendre des décisions liées à la commercialisation et l'approvisionnement des dispositifs médicaux. Donc, elle sera habilitée à faire des inspections en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Et avec une spécificité pour la Grande-Bretagne, c'est l'autorité qui va désigner et surveiller les UKCAB, donc ce sont les organismes de conformité, enfin les organismes notifiés pour le Royaume-Uni, en gros. Donc, la grande nouveauté, c'est la UK Person Responsable, UK Responsible Person. Cette personne, elle est obligatoire si le fabricant est localisé en dehors du Royaume-Uni. Cette personne doit être basée au Royaume-Uni. C'est une seule personne qui doit être désignée par fabricant. Je tiens à vous dire et à vous préciser que cette personne peut être la personne responsable pour les deux marchés de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, en prenant en compte bien sûr les spécificités de chaque région. Cette personne est à désigner très rapidement, donc depuis début janvier 2021. Un importateur, un distributeur peut être la UK personne responsable, donc pas besoin de multiplier les opérateurs économiques. Les spécificités pour la Grande-Bretagne liées à cette personne-là, c'est que cette personne, elle doit faire partie de l'étiquetage des dispositifs médicaux marqués UKCA. Donc, sur l'étiquetage des dispositifs médicaux marqués UKCA, il va falloir qu'on trouve le nom et l'adresse de la UK Responsible Person. Dans le cadre de l'acceptation des dispositifs médicaux marqués CE jusqu'en juin 2023 en Grande-Bretagne, cette personne doit être désignée, mais elle n'a pas à être mentionnée sur l'étiquetage. Donc, vous n'aurez pas à modifier votre étiquetage en lien avec la désignation de cette personne. Passons à l'Irlande du Nord. Donc là, la spécificité pour l'Irlande du Nord, c'est qu'une UK Responsible Person ne sera pas requise si on a déjà un mandataire localisé en Irlande du Nord ou si vous, fabricant, vous mettez sur le marché de l'Irlande du Nord que des dispositifs médicaux de classe 1 ou des dispositifs médicaux sur mesure ou des dispositifs de diagnostic in vitro généraux qui sont déjà enregistrés auprès d'une autre autorité compétente de l'Union européenne. En termes de responsabilité, donc la désignation, elle est faite par un fabricant. Donc, qui dit désignation dit un contrat écrit entre le fabricant et cette seule personne responsable. Cette personne doit vérifier que le dossier technique et la déclaration de conformité sont bien établis, qu'une procédure d'évaluation de conformité appropriée est établie, donc selon les règles applicables au UK, selon la réglementation UK MDR 2002. Cette personne va s'occuper d'enregistrer les dispositifs dans la base de données du Royaume-Uni, donc DORS, et mettre à jour ces informations avant la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Elle va assurer la coopération avec l'autorité compétente, donc en mettant à disposition les documents à sa demande, en mettant en place les actions correctives et préventives, mais aussi doit assurer la coopération avec le fabricant en l'informant, en lui remontant les réclamations, les signalements et toute demande de l'autorité compétente. En fait, c'est un peu les activités qu'un mandataire fait habituellement en Europe. Il doit mettre à disposition des échantillons ou donner l'accès aux dispositifs médicaux si lui, il en a accès à la demande de l'autorité compétente. Si cette personne n'a pas l'accès à ces échantillons, il fera le lien entre l'autorité compétente et le fabricant.
il sera amené à conserver les documents, donc la documentation technique, la déclaration de conformité, les certificats de marquage en cas d'inspection par l'autorité compétente. Cette personne doit également fournir au MHRA la liste des importateurs si cette personne n'est pas elle-même l'importateur. Une répétition en spécificité de la Grande-Bretagne, c'est que cette personne doit apparaître sur l'étiquetage des dispositifs médicaux marqués UKCA. Et enfin, cette personne est habilitée à arrêter le contrat si le fabricant ne respecte pas ses obligations. À ce moment-là, elle va en informer l'autorité compétente et le UKCAB s'il intervient dans l'évaluation de la conformité. Je tiens juste à préciser qu'en termes de qualification pour cette personne, il n'y a pas de qualification requise aujourd'hui dans la réglementation, mais en regardant les responsabilités, on peut comprendre que cette personne doit avoir le minimum de connaissances liées aux dispositifs médicaux et à la réglementation locale pour pouvoir assurer à minima la vérification de la conformité du dossier technique et puis la procédure d'évaluation de conformité. La deuxième grande nouveauté, donc, c'est l'enregistrement des dispositifs médicaux. Donc, en Grande-Bretagne, tous les dispositifs médicaux doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes. Cependant, on a eu une marge de manœuvre, donc on a des délais de grâce pour ces enregistrements, et je pense, pour éviter tout encombrement, pour éviter toute rupture d'approvisionnement sur le marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, il va falloir enregistrer les dispositifs médicaux qui sont au risque le plus rapidement possible. Donc, pour les dispositifs médicaux implantables actifs, les dispositifs médicaux de classe 3, les 2B implantables et les diagnostics in vitro liste A, il faut qu'ils soient enregistrés à partir du 1er mai 2021. Donc, vous avez 4 mois de période de grâce à partir de début janvier pour pouvoir s'enregistrer. Attention, si vous êtes basé en dehors du Royaume-Uni, c'est la UK Responsible Person qui va s'occuper de ces enregistrements. Pour les dispositifs médicaux classe 2B non implantables, les classes 2A, les DIV liste B et les DIV autotest, ils auront 8 mois de période de grâce et vont devoir s'enregistrer à partir donc du 1er septembre 2021. Pour les dispositifs médicaux classe 1 et les DIV généraux, pour la Grande-Bretagne, on a 12 mois de période de grâce, donc il faut s'enregistrer à partir du 1er janvier 2022. Pour l'Irlande du Nord, c'est déjà exigé seulement si le fabricant ou le mandataire est localisé en Irlande du Nord. Si le fabricant est localisé en dehors de l'Irlande du Nord, on n'aura pas à faire cet enregistrement pour l'Irlande du Nord. Pour les dispositifs sur mesure, la même règle s'applique pour l'Irlande du Nord que les dispositifs médicaux de classe 1 et les DIV généraux. En Grande-Bretagne, les délais vont dépendre de la classe du dispositif médical sur mesure. Donc, si votre dispositif médical sur mesure est en classe 3, donc il faut qu'il soit enregistré pour le 1er mai 2021. La même règle s'applique pour les systèmes et nécessaires. Donc, si au sein de votre kit, vous avez plusieurs dispositifs médicaux, celui qui est le plus risqué, donc c'est un dispositif 2B non implantable, le kit, il doit être enregistré pour début septembre 2021. Une chose très importante à noter, c'est que vous pouvez, dans un seul enregistrement, marquer que vous couvrez les deux marchés, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, et comme ça, vous évitez de faire 2 enregistrements pour chaque marché.
Réellement, comment ça se passe? Donc, vous allez, ou votre UK Responsible Person va se connecter sur la base de données, donc qui est la Device Online Registration System, le DORS. Il va créer un compte sur cette base de données avant de pouvoir enregistrer ces dispositifs. Les informations à fournir dans le cadre de ces enregistrements sont pour la plupart administratives, donc ça va être des détails sur le fabricant, son nom, son adresse, la lettre de désignation avec la UK Responsible Person, et puis des détails sur le dispositif médical, la réglementation qui suit, la classe de risque, le GMDN code, etc. Pour ce qui est des frais, ça va être 100 pounds pour chaque demande d'enregistrement, avec une possibilité d'inclure jusqu'à 100 dispositifs médicaux par code GMDN par demande d'enregistrement, donc c'est quand même pas mal. Et puis pour certaines modifications du type modification d'adresse ou de nom de société ou un ajout de dispositif, ça sera également chargé de 100 pounds. Donc, pourquoi tous ces enregistrements? C'est en fait l'autorité compétente, la MHRA, elle tient un registre public de fabricants. Donc, sur cette base de données, donc, il y aura les noms des fabricants, leur adresse, les mandataires, la UK Responsible Person, les dates d'enregistrement, les codes GMDN et puis les dispositifs médicaux. Je tiens à vous signaler que les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne seront pas publiés dans ce registre-là, parce qu'aujourd'hui, il y a une clause de confidentialité dans la réglementation applicable au Royaume-Uni qui empêche de publier tout ça dans un registre public. En termes d'étiquetage, donc, en Grande-Bretagne, vous aurez le marquage CE qui reste applicable avec toutes les règles aujourd'hui applicables pour l'Union européenne vont être acceptées jusqu'au 30 juin 2023 en Grande-Bretagne. À partir du 1er juillet 2023, c'est le marquage UKCA qui sera applicable avec le numéro d'identification du UKCAB si applicable. Donc, s'il n'y a pas intervention d'un UKCAB, s'il y a intervention d'un UKCAB. Et puis, il faudra avoir le nom et l'adresse de la UK Responsible Person si vous êtes un fabricant basé en dehors du Royaume-Uni qui doit apparaître sur l'étiquetage du dispositif médical. Un point très important, c'est que le double marquage va être acceptable en Grande-Bretagne. Donc, il est possible d'avoir et le marquage CE et le marquage UKCA. Ça va être acceptable en Grande-Bretagne. Pour l'Union européenne, fort probablement, ça va être acceptable. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui l'interdit. Donc, on peut penser que le double marquage va également être accepté dans l'Union européenne. Pour ce qui est de l'Irlande du Nord, c'est le marquage CE qui va être exigé. Et si jamais c'est un organisme anglais qui fait l'évaluation de conformité, c'est le marquage CE UKNI qui va être apposé sur l'étiquetage. Ce marquage CE UKNI ne sera pas reconnu dans l'Union européenne, donc ne sera pas accepté. En résumé, donc suite au Brexit, si vous souhaitez placer un dispositif médical en Grande-Bretagne à partir de janvier 2021, vous pouvez le faire avec votre marquage CE actuel selon les réglementations de l'Union européenne avec la déclaration UE européenne et le marquage CE jusqu'au 30 juin 2023. Il faudra par contre, désigner la UK Responsible Person le plus rapidement possible et enregistrer vos dispositifs médicaux auprès de l'autorité compétente selon les délais de grâce qui ont été fixés. Donc, vous avez cette possibilité jusqu'au 30 juin 2023. À partir du 1er juillet 2023, c'est le marquage UKCA selon la réglementation au Royaume-Uni, donc le UK MDR 2002,
vous déclarez la conformité selon la réglementation au UK, plus apposez votre marquage UKCA, désignez votre UK Responsible Person si jamais vous êtes un fabricant localisé en dehors du Royaume-Uni et enregistrez vos dispositifs médicaux auprès de l'autorité compétente. Pour l'Irlande du Nord, ça sera le marquage CE ou le marquage CE UKNI avec les règles applicables de l'Union européenne. Les directives dans un premier temps, puis les règlements à partir de mai 2021 et de mai 2022. Ça, c'est une slide qui résume un peu les marquages que je trouve très sympa. Donc, quel marquage pour quel marché? Aujourd'hui, le marquage CE va être acceptable dans les 3 marchés, que ce soit l'Union européenne, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne jusqu'en juin 2023. Si vous avez uniquement le marquage UKCA, ça sera accepté qu'en Grande-Bretagne. Le marquage CE, le double marquage CE et UKCA sera acceptable dans les 3 marchés. Le marquage UKCA et le marquage CE UKNI sera accepté uniquement au Royaume-Uni, mais pas dans l'Union européenne. Donc, le double marquage CE UKCA semble aujourd'hui le marquage qui permet de couvrir le plus de marchés. À la fin de cette présentation, j'ai indiqué quelques petits liens utiles. Donc, il y a le lien vers la réglementation au UK, le UK MDR 2002. Il y a une notice aux industriels qui date de 2020, qui cite les exigences du Brexit pour l'Union européenne. Et puis, il y a eu publication de beaucoup de guides. Donc, je n'ai pas tout mis. J'ai mis ceux qui sont les plus pertinents pour ce webinaire. Mais il faut y aller sur le site de GovUK parce qu'il y a tous les jours des guides qui sortent et qui vont vous permettre un peu de clarifier tout ça. Intégrer tout ça dans votre veille réglementaire et pour pouvoir suivre ce qui se passe au UK. Merci. Merci à vous, Rita. C'était très intéressant et très riche. On aura noté que la période de transition est plus longue pour les dispositifs médicaux et on comprend pourquoi, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, de nouvelles obligations. Oui. Donc, nous avons eu plusieurs questions pendant votre intervention. Alors, est-ce que vous pourriez refaire un point sur le futur règlement? Une personne nous dit, pense qu'un DM qui aura eu une certification selon le règlement DM ne pourra pas être mis sur le marché UK. Est-ce que vous pouvez revenir sur le règlement, le futur règlement DM? J'ai passé, je pense, voilà. Donc, c'est par rapport au règlement européen 2017-745 et 2017-746. C'est bien ça la question. Ceux qui vont être appliqués dans l'Union européenne au mois de mai. Voilà, alors si on est, ça va être accepté en Grande-Bretagne d'avoir le marquage CE, que ça soit sous directive ou sous règlement, et ce jusqu'au juin 2023. Donc il n'y a pas, c'est pas que les directives qui vont être acceptées. D'accord, oui, c'était la question. Je pense que ça répond à la question. Oui. Ensuite, il y avait une question. L'enregistrement des accessoires se fait-il en même temps que l'enregistrement pour les DDM? Je pense qu'on parle du MHRA. Oui, alors j'ai des doutes là-dessus, pour être honnête, parce que normalement, l'accessoire, il a sa propre classification. Donc, il ne prend pas la classification du dispositif médical final. Donc, si votre accessoire il fait partie d'un système ou d'un nécessaire, à ce moment-là, il sera enregistré en même temps.
Sinon, vous avez la possibilité, enfin, s'ils sont dissociés, l'accessoire est un dispositif à ce moment-là à part entière, vous pouvez l'enregistrer en respectant le délai de grâce fixé. Attention, les délais de grâce, vous avez la possibilité de vous enregistrer avant la fin de ces délais de grâce. Vous pouvez faire vos enregistrements en même temps pour tous vos dispositifs médicaux. Il n'y a rien qui vous empêche. D'accord. Il y avait une question, est-ce que la personne responsable est obligatoire pour les DM et pour les dispositifs de diagnostic in vitro? Oui. Vous avez dû le préciser, mais la question a été reposée. C'est pour tout type de dispositifs médicaux de toute façon. Dès lors que vous êtes basé en dehors du Royaume-Uni, il va falloir désigner une... Allô? Allô? Oui, ça y est, on vous entend. Ah, pardon. Il y avait une question sur les règles de classification des logiciels. Sont-elles les mêmes? Alors, il y a écrit: les règles de classification logicielle sont-elles semblables à celles du règlement? Alors, je ne sais pas exactement est-ce que vous comprenez la question? Sinon, je demande à la personne de la reformuler. Alors aujourd'hui, je vais donner une réponse générale parce que les logiciels, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que les règles de classification applicables selon le UK MDR 2002 sont les mêmes que les règles de classification des directives. C'est pas les mêmes règles de classification des règlements. Donc, vous risquez d'avoir effectivement sous règlement des règles de classification différentes. D'accord. J'ai une autre question sous les yeux. Pour les dispositifs médicaux avec auto-certification, je comprends qu'il peut être commercialisé en Grande-Bretagne avec le marquage CE jusqu'en juin 2023. Pour les dispositifs médicaux avec des certificats délivrés par un organisme notifié qui perdent leur validité avant juin 2023, est-ce possible de renouveler ce certificat avec le même organisme notifié UE ou faudra-t-il passer par un organisme notifié UK CAB? Voilà, si on n'est pas encore arrivé à la fin de la période de transition. Vous avez la possibilité de renouveler, de rester sur le marché anglais, britannique, en tout cas jusqu'en juin 2023. Il n'y a rien qui vous l'empêche. D'accord. Quid des produits mis sur le marché avant janvier 2021, mais qui n'a pas de facture? Pourront-ils continuer à être mis sur le marché? Alors, la réponse est non. Depuis janvier 2021, vous n'avez plus la possibilité de mettre sur le marché. Alors attention, parce que mise sur le marché, ça passe par la facturation. Dès lors qu'il y a une facturation, c'est considéré de la mise sur le marché. Dès qu'il y a commande, si vous voulez. S'il n'y a pas de facturation, il y a une commande quelque part. Donc, dès lors qu'il y a une commande, un accusé de réception de la commande, il faut que ça soit fait avant janvier 2021 pour pouvoir continuer à mettre sur le marché de l'Union européenne un produit qui est marqué CE par un organisme anglais. Excusez-moi, là j'ai une précision. En fait, c'était dans le cadre d'un prêt à un utilisateur final. Donc, il n'y a pas de facturation parce que c'est un prêt. Non. Ça a été fait avant le 1er janvier 2021. Donc, ils pourront continuer dans le cadre d'un prêt? Oui, ils pourront continuer. La mise à disposition, elle, n'est pas impactée. C'est vraiment la mise sur le marché qui est impactée. Après, Dimitri, tu as vu d'autres questions parce que j'étais restée sur les anciennes. Oui, une dernière. Quels documents seront demandés pour obtenir le marquage UKCA enregistrement ou l'enregistrement? Alors, les documents, c'est vraiment des documents administratifs. Ça va être des informations sur votre dispositif, la réglementation qui suit, le nom du dispositif, le code GMDN, le modèle, les références, ce type de documentation. Je vous invite à regarder le guide sur l'enregistrement
des dispositifs médicaux qui est accessible sur le site gov.uk. Je l'ai indiqué à la fin de la présentation. Ils vous mettent toute la liste de documents exigés, et puis il y a des vidéos, des tutos qui vous montrent comment se font les enregistrements pour chaque type de dispositif, les cas particuliers, si vous êtes un kit, enfin un système ou nécessaire pour les DM sur mesure, si vous voulez changer des informations. Donc il y a plusieurs tutos dans ce guide-là. Je vous invite à se connecter, à aller le voir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois une question par rapport au logiciel, une fois de plus. Règles logicielles selon la 62-304, si oui, j'imagine que c'est une norme. Si oui, elles sont différentes des règles de classification du règlement dispositifs médicaux ou de la directive. Alors, encore une fois, les logiciels, ce n'est pas mon fort, mais la norme 62-344, c'est une norme qui, je dirais, elle est internationale. Donc, aujourd'hui, elle est reprise pour répondre aux exigences de la réglementation au UK. Les règles de classification du logiciel, de toute façon, sont dissociées des règles de classification du dispositif médicaux. Ce sont mes petites simples connaissances sur le sujet. Mais les règles ne changent aujourd'hui, en tout cas, elles ne changent pas entre les textes européens, donc les directives européennes, et le texte UK MDR 2002. Les mêmes normes aujourd'hui sont reconnues sont repris pour les deux réglementations. Demain, avec les règlements, ça va être différent parce que les normes qui vont être harmonisées pour les règlements ne seront pas forcément repris pour le UK MDR 2002. Donc, il va falloir suivre de près ce qui se passe au UK parce qu'ils ont aussi un changement de la réglementation qui est prévu. Ce n'est pas dans très longtemps, donc il faut suivre ce point de près. D'accord. Je vois qu'il y a une personne qui précise que l'IEC 62-304 est une norme technique. Voilà. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui apparaissaient dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, non. Dominique, il y avait les questions d'Olivier initialement sur la transposition des règlements, mais je pense qu'on y a répondu quand même au tout début pendant l'intervention de M. Berthaud. Donc, on a estimé que ça concernait plus les dispositifs médicaux, puisqu'il n'y a pas de directive dans le cadre de l'autre partie. Mais on a répondu quand même, je pense en partie à la question. Alors, je ne sais pas si notre intervenante veut quand même apporter des précisions. Quelle était la question, du coup? Alors, attends, je la retrouve, c'était au tout début. C'était quid des règlements qui ne sont pas traduits en droits nationaux? Alors oui, ils ne seront pas applicables en Grande-Bretagne. Les règlements, ils ne font pas partie des règles, des textes retenus dans le cadre du Brexit. Ils vont être applicables pour l'Union européenne, puis le Royaume-Uni va changer sa réglementation sur les dispositifs médicaux et appliquera ses propres règles pour cette région. Merci. Je vois qu'entre-temps, nous avons d'autres questions. Oui, on a une autre. Oui, concernant les rapports PMS, est-ce qu'il y a des sortes de PSUR/PMS rapports pour les UK, pour le Royaume-Uni?
Alors, la partie PMS fait partie donc des règles applicables dans l'Union européenne dans le cadre des règlements. Donc, ceci n'a pas été repris aujourd'hui dans la UK MDR 2002, qui, elle est basée sur les directives. Cependant, je précise que dans le cadre de la norme ISO 13485, qui est la norme liée au système de management de la qualité, on nous demande quand même d'avoir une partie post-market surveillance. Donc, ça ne prendra pas la forme d'un PSUR aujourd'hui pour le UK. Ça va être juste peut-être un petit rapport de surveillance après commercialisation. Et puis, une dernière question. Quand vous dites que le règlement au Royaume-Uni change, ça impacte le UK MDR 2002 ? Je présume que oui, d'après ce que vous venez de dire. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y aura, ce texte va être amené à être modifié. Alors, honnêtement, je n'ai pas de calendrier. C'est embêtant parce qu'on a beaucoup d'inconnus là-dessus, mais on sait que ça va arriver. Je ne sais pas, peut-être dans l'année qui vient. Je ne sais vraiment pas quand. D'accord, merci. Il faudra juste comprendre que c'est ça, Monsieur Berthaud l'a bien précisé, c'est que si l'une des parties, donc si le Royaume-Uni ou l'Union européenne change les règles, l'autre partie va devoir se conformer avec ces nouvelles règles. D'où l'importance de faire la veille réglementaire et normative régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, on voit dans le cas des dispositifs médicaux que ça va diverger manifestement relativement rapidement. Pour l'instant, pour ce qui est de la basse tension, la CM et la radio, j'ai rien vu qui semble indiquer que ça va diverger. Mais dans le réglementaire, ça peut, voilà, d'ici 6 mois, on ne sait pas, les normes harmonisées vont probablement bouger assez rapidement dans le cadre du marquage CE. Est-ce que ça va être transféré et combien de temps après ça va être transféré pour le UKCA? C'est à la discrétion des autorités britanniques et effectivement, ils n'auront pas l'obligation d'appliquer la modification à leur propre réglementation. Donc aujourd'hui, c'est identique dans le cadre des 3 directives qu'on a vues. Ça peut très bien, d'ici la fin de l'année, ça peut changer. Tout à fait. Très bien. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Comment? Est-ce que je peux me permettre de poser une Bien sûr. question, parce que je n'ai pas trouvé le chat. Allez-y. Oui, connaissez-vous approximativement les coûts que ça engendre pour passer du marquage CE au marquage UKCA? Pour quel type de produit, juste qu'on sache qui... Dispositifs médicaux, pardon. Alors, je n'ai pas les coûts exacts. Ce que je sais, c'est que si vous changez, c'est-à-dire que vous passez par un organisme notifié anglais, c'est une évaluation de conformité qui est assez semblable à ce qui se passe pour l'Union européenne. Ce sont même les mêmes organismes notifiés qui ont double antenne, j'ai envie de dire, par exemple BSI et SGS, ils ont des bureaux dans l'Union européenne et en Angleterre. Donc, je pense que les coûts vont être assez similaires entre les deux. Avec le passage des règlements, les coûts vont être un peu plus élevés pour le marquage CE dans l'Union européenne. Mais honnêtement, sur les coûts, moi, j'ai pas beaucoup de retours. Il faudra contacter les 3 organismes notifiés au UK pour avoir un ordre d'idée. Ok, merci. Juste dans le cadre des directives, c'est un peu la même problématique. Alors, on ne peut pas donner un coût comme ça, parce que ça dépend de la complexité du produit. Mais globalement, voilà, on a vu que les exigences étant les mêmes, les dossiers techniques étant à peu près semblables, on peut évaluer le coût d'un certificat UKCA doit être sensiblement similaire au coût d'un certificat CE. Après, c'est là pour ça l'avantage d'un partenariat entre organismes, on va dire organismes de certification,
c'est que justement, quand on va transférer notre certificat CE à un UK Approved Body, il ne va pas reprendre l'évaluation complète. Et du coup, aujourd'hui, on est capable de dire que globalement, transformer un certificat Unitech CE en certificat UKCA, ça va être la moitié du coût de celui du certificat CE. Donc, il y a quand même des possibilités de, on va dire, d'adoucir la facture quand on a déjà fait l'effort d'obtenir des choses d'un côté. Après, voilà, c'est valable dans les 3 directives, enfin, dans les 2 directives, parce qu'il n'y a pas d'ordre notifié basse tension. Donc, CEM et radio, on est capable de transformer nos certificats relativement simplement et avec un coût 2 fois moins élevé que celui du coût initial du certificat. J'ai eu le même écho pour l'un des 3 organismes notifiés pour les dispositifs médicaux. Donc, après, je nommerai pas parce que je citerai pas lequel, mais moi, personnellement, je vous invite à contacter directement si jamais vous n'êtes pas déjà marqué CE avec ces 3 organismes. D'accord. Alors, j'ai perdu mon micro. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense que l'on peut arrêter là le webinaire. On aura retenu que si l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni encourage les 2 parties à ne pas introduire trop de